Si pour vous le moindre effort est devenu un calvaire avec l'endométriose, si vous ne savez plus comment bouger sans déclencher de crise, ou encore que vous vous sentez simplement perdu face à l'activité physique, alors cette vidéo pourrait bien changer la manière dont vous voyez le mouvement. En juin dernier, j'ai donné cette conférence en direct pour les adhérentes de l'association EndoFrance, la référence nationale pour l'endométriose. Et je l'ai réenregistrée spécialement pour pouvoir vous la repartager ici dans les meilleures conditions. Vous allez y découvrir les bénéfices de l'activité physique pour mieux gérer l'endométriose, des clés concrètes pour vous aider à commencer ou à reprendre l'activité physique à votre rythme. Et enfin, une séance guidée de 30 minutes que nous allons faire ensemble à la fin. Un timecode est disponible dans la description pour retrouver et naviguer plus facilement entre les chapitres. Et restez bien jusqu'au bout parce que je vous ai prévu un petit cadeau à la fin pour vous aider à pratiquer plus facilement chez vous. Un calendrier de suivi et un résumé complet de la séance. Si vous avez des questions ou besoin de précision, vous pouvez toujours me contacter sur Instagram ou par mail. Bon visionnage! Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette rediffusion de conférence portant donc sur comment mieux gérer les symptômes de l'endométriose grâce à l'activité physique, à la lumière donc de la science vers nos mouvements du quotidien. Je suis Marianne, enseignante en activité physique adaptée et je fais partie d'une équipe de recherche sur l'endométriose et l'activité physique depuis bientôt 2 ans. J'ai aussi fondé Bouger avec l'endo pour accompagner les femmes à mieux bouger. Et enfin, je continue mes activités de recherche dans ces prochaines années sur le périnée féminin dans le cadre d'un doctorat. Donc cette conférence, elle va se dérouler en 5 temps. D'abord, nous verrons pourquoi le mouvement peut être un levier pour mieux vivre avec l'endométriose et en quoi il peut aider et en quoi c'est juste du sport. Ensuite, nous verrons ce que la science nous dit aujourd'hui sur les effets de l'activité physique dans le cadre de l'endométriose. Puis, je vous présenterai ensuite ce qu'on a appris grâce à l'étude Crescendo à propos de l'activité physique régulière pour les femmes concernées par l'endométriose. Enfin, on passera à l'essentiel, comment pratiquer concrètement en adaptant les mouvements à vos symptômes, à votre énergie, à votre quotidien. Je vous donnerai ici des clés très simples et réutilisables tout de suite. Et enfin, on terminera ensemble par une séance de pratique axée plutôt stretching et mobilité, avec une partie debout et une partie sur chaise, à refaire à volonté. Donc je ne vais pas m'étendre sur la physiopathologie de l'endométriose, c'est une maladie chronique qui est inflammatoire et hormonodépendante. C'est pour ça qu'aujourd'hui on parle de maladie systémique, elle touche l'ensemble du système corporel. On estime qu'une femme sur 10 est atteinte et parmi les symptômes on retient le plus souvent des douleurs, principalement pelviennes, mais aussi de la fatigue qui souvent est chronique. Et ce package de symptômes, il peut avoir des répercussions psychosociales, c'est-à-dire sur la santé mentale, comme le stress, l'anxiété, mais aussi les activités sociales, comme les sorties, les relations aux autres, etc. Ces conséquences, elles peuvent aussi fortement impacter le quotidien, les activités quotidiennes, mais aussi professionnelles. Je souhaite aussi vous faire un petit rappel sur la douleur. Au-delà d'être quelque chose de physique, un symptôme qui peut être physique, elle est multifactorielle. On parle de schéma de la douleur, car c'est une expérience qui est propre à chacun et qui va être influencée non seulement par des facteurs biologiques, psycho et aussi sociaux, mais également le vécu professionnel, vécu personnel, pardon. Donc on ne peut pas réduire la douleur à une perception sensorielle et par exemple dans le cas de l'endométriose, aux lésions d'endométriose. On ne peut pas réduire la douleur uniquement à l'activité des lésions. Et donc, pourquoi s'intéresser à l'activité physique? Parce qu'elle est déjà reconnue pour différentes maladies chroniques, notamment la fibromyalgie, qui engendre elle aussi des douleurs chroniques. Et l'activité physique peut agir sur les différents leviers de ce schéma de la douleur pour aider à mieux gérer les symptômes. Donc, parlons plus précisément de l'endométriose et de l'activité physique. Bien qu'il y ait des travaux qui aient débuté depuis les années 90, peu d'études ont été publiées sur l'activité physique dans la gestion de l'endométriose. Ainsi, on a des revues systématiques, c'est-à-dire une synthèse d'études disponibles qui, pour l'instant, n'ont pas pu donner lieu à des conclusions extrêmement claires, ni des recommandations spécifiques pour la gestion de ces symptômes. Ces synthèses soulignent malgré tout
Des bénéfices de l'activité physique sur la santé mentale. Ici, j'entends principalement tout ce qui va être anxiété, dépression, stress, etc. Et aussi pour diminuer les douleurs liées à l'endométriose. On remarque, grâce à certaines de ces synthèses, qu'il existe des liens entre la santé mentale, la douleur et le volume d'activité physique pratiquée. C'est-à-dire pratiquer plus ou moins en fonction des symptômes, mais on ne sait pas dire si ce sont les symptômes qui influencent le fait de pratiquer plus ou moins d'activité physique, ou bien si c'est l'inverse, autrement dit, pratiquer plus ou moins qui influence les symptômes. Si on regarde plus précisément au niveau des types d'activités testées, on pouvait faire des regroupements. Ainsi, j'ai regroupé les activités, les programmes qui testaient plutôt le yoga, les programmes à base d'aérobie, c'est-à-dire qu'on considère plutôt comme des activités d'endurance comme la marche par exemple, et les programmes mixtes alliant aérobie, renforcement musculaire, étirement, etc. Donc bien que les résultats de ces études soient parfois inconsistants ou que les protocoles soient hétérogènes, globalement, on retrouve des diminutions de la douleur, des améliorations de la qualité de vie, et certaines études ont montré une diminution des effets indésirables des traitements, comme dans une étude, le traitement au danazol, donc dans l'étude de Carpenter et collaborateurs, ou encore pour limiter la perte de densité minérale osseuse dans les traitements analogues de la GNRH, comme dans l'étude de Bergstorm et collaborateurs. Ensuite, cas particulier par rapport à l'inflammation et à l'endométriose dans un contexte d'activité physique. Ce qu'on sait aujourd'hui principalement sur ce sujet a été issu d'expériences sur des modèles animaux. Donc l'endométriose a été donnée, entre guillemets, inoculée à des petites souris qu'après on a fait qu'on a soumis à un programme d'exercice. Donc sur tapis ou alors à base de nage, et ça pendant plusieurs semaines. Ce qu'on a observé, c'est une réduction de la taille des lésions et de certains marqueurs de l'inflammation. Autrement dit, dans ce cas précis, il y a eu une limitation de la progression de l'endométriose et une réduction de l'inflammation. Et donc c'est quelque chose qui est observé donc, chez les animaux, mais qui n'a pas encore été testé chez l'humain, car ce sont des procédures qui peuvent être invasives et qui nécessitent entre autres des prélèvements sanguins par exemple. Donc on ne sait pas ce qu'il en est encore dans le contexte de l'endométriose spécifiquement, bien que l'activité physique ait globalement un effet anti-inflammatoire qui est démontré chez l'humain. Il faut quand même garder à l'esprit que ces études-là spécifiques à l'endométriose, elles ont été réalisées sur des modèles animaux et sur une endométriose entre guillemets débutante, étant donné qu'on leur a inoculé quelques semaines avant. C'est pour ça que je parle de progression dans ce sens-là, dans le sens développement. À la lumière des précédentes études et des bénéfices connus de l'activité physique pour la santé en général, il y a eu un intérêt croissant de mener des travaux de recherche sur les bénéfices de l'activité physique pour améliorer les symptômes de l'endométriose, mais également pour pouvoir développer des programmes auxquels chaque personne pourrait participer. Donc ici, je vais vous parler principalement de Crescendo, mais sachez que actuellement en cours, il y a aussi un programme en Martinique qui s'appelle APA Endo. Donc on va rapidement passer en revue les différentes étapes du programme. Donc la première étude, c'était l'enquête. La deuxième étude, c'était le test des programmes. Et la troisième étude, qui est toujours en cours. Si vous souhaitez participer, vous le pouvez en écrivant à la responsable, la coordinatrice du programme, Dr Escriva, dont l'adresse s'affiche juste ici. Donc ça, c'est le programme à grande échelle qui est actuellement en cours. Et à la suite de cette rapide présentation et les conclusions qu'il y a à en tirer, eh bien, je vous présenterai les différents conseils et les grandes lignes pour pratiquer une activité physique adaptée chez vous. Donc la première étude, c'était une enquête qui a été menée sur plus de 400 personnes, dont 221 personnes atteintes d'endométriose. Donc les mêmes questions ont été posées aux personnes qui avaient de l'endométriose ou non pour comparer le regard extérieur d'autrui et l'expérience vécue des personnes atteintes. Donc on a remarqué que les personnes atteintes d'endométriose ou non atteintes avaient un volume d'activité physique similaire, mais par contre que les personnes atteintes d'endométriose étaient plus sédentaires, c'est-à-dire qu'elles passaient plus de temps assises et allongées. Et le temps sédentaire, il est souvent lié à l'endométriose parce qu'on le présente comme une conséquence des douleurs et des symptômes. Donc
Si vous êtes atteinte, je suis sûre que c'est quelque chose qui vous parle. Ensuite, les personnes, elles étaient tout à fait conscientes, donc les personnes atteintes d'endo, des bénéfices de l'activité physique pour leur santé et pour leur bien-être de manière générale, mais elles ont identifié des freins, et le principal frein, c'était du coup leur santé. Par santé, comprenez ici fatigue, douleur, conditions physiques, c'est-à-dire qu'il y a eu des corrélations qui ont montré que les obstacles liés à la santé, mais aussi les effets secondaires des traitements et la peur de déclencher des douleurs par le mouvement étaient liés à moins de pratique d'activité physique et au comportement sédentaire. Donc c'était vraiment les freins qui étaient identifiés et encore une fois je pense que c'est quelque chose qui peut vous parler si vous êtes atteinte. Il a aussi été montré qu'être atteinte d'endométriose modifie et influence plutôt négativement la perception de soi, de son corps, mais aussi de ses capacités physiques. On a tendance à dévaluer ses capacités. Et on notait aussi une qualité de vie aussi bien physique et mentale diminuée. Pour la deuxième étude, donc riche des conclusions tirées précédemment de l'enquête, le programme d'activité physique adaptée a été testé sur quelques personnes. Donc dans un premier temps, il y a eu des entretiens et des questionnaires de passé pour déjà d'une part avoir des informations sur les attentes des personnes qui étaient donc principalement en attente d'être guidées, d'être coachées parce que souvent elles déclaraient ne pas savoir trop quoi faire et étaient un petit peu démunies par rapport à leurs symptômes pour pouvoir pratiquer de l'activité physique. Et elles attendaient également de pouvoir améliorer leurs symptômes. Je vous présente tout de suite les feedbacks qu'il y a eu après programme. Donc les personnes l'ont identifié comme efficace. Le fait d'avoir un groupe spécifique à l'endométriose, c'était un plus. Il y avait aussi ce besoin d'avoir quelqu'un qui était formé à la pratique et formé à l'endométriose de manière générale pour pouvoir être plus en confiance et pouvoir avoir des adaptations plus pertinentes sur le programme. Le cardio était plutôt difficile au début, donc toutes les activités d'endurance, etc. Donc par cardio ici, c'était pas de la marche. C'était vraiment des activités type circuit avec des squats et des choses comme ça. Donc c'était des choses qui étaient difficiles au début, mais qui par la suite ont été identifiées comme bénéfiques pour la fatigue. Et ensuite, les personnes ont pu aussi tester des séances en autonomie, et ça a été un peu plus compliqué. Et c'est le stretching qui a été le plus apprécié dans les séances, c'est quelque chose qui revenait souvent, et gardez bien ça en tête parce que ce sera notre point d'entrée pour que vous puissiez vous aussi commencer à pratiquer tout doucement de votre côté. Vous allez voir que ce sera vraiment quelque chose d'assez important par la suite. On va rentrer un peu plus en détail dans les résultats. Donc pour ce programme, il a été mesuré sur une échelle de 0 à 10, la douleur, la fatigue et le bien-être, avant et après chaque séance. Ici, je vous présente uniquement les résultats sur la douleur. Donc en haut de ce graphique, vous allez voir le nom des types de séances donc pour chaque colonne. Il y avait des séances de stretching mobilité, il y avait des séances de gym douce, des séances plutôt orientées cardio et mixtes, donc qui regroupaient un petit peu de chaque activité. On observe donc sur ce graphique-là la différence de douleur, c'est-à-dire le delta, entre le début et la fin de chaque séance pour chaque participant. Donc c'est vraiment un regroupement. Si la différence est positive, donc vous voyez le carré en haut en blanc, la douleur a augmenté, elle a eu tendance à augmenter. Et si elle est négative, donc plutôt les carrés noirs en bas, elle a eu tendance à diminuer. Donc c'est les proportions qui nous intéressent et qu'on regarde. Traduction. On a eu le stretching qui était bénéfique pour réduire la perception de douleur avant et après les séances si on regarde en proportion. Ensuite, pour les séances mixtes, c'était plutôt mitigé dans l'ensemble, même si la douleur semble plus réduire par rapport aux autres changements si on regarde en fait le carré noir indépendamment. Mais en fait au global, si on regarde la colonne, c'est assez difficile de conclure. Donc on ne peut pas trop tirer de conclusion sur celui-là. Pour la gym douce, globalement c'est un carré gris qui indique plutôt pas de changement sur la perception de douleur et le cardio non plus.
Donc il peut être légitime de se demander pourquoi, quand on les met ensemble, ce cardio, cette gym douce et ce stretching, ça fait quelque chose de différent pour la séance mixte. Donc une des pistes, ça peut être que c'est l'intensité, mais en fait il y a plein d'autres facteurs qui peuvent entrer en ligne de compte. Et pour aller vite rapidement sur la fatigue, c'était les séances mixtes qui avaient le plus de bénéfices, et pour le bien-être, c'était les séances mixtes et le stretching. Justement par rapport à l'intensité, il a aussi été demandé, après la séance, pour chaque participant, à quel point la séance elle avait été perçue comme facile à difficile sur une échelle qu'on appelle Borg et qu'on verra tout à l'heure. Il a donc été comparé avec les différences de douleur entre le début et la fin de la séance. Donc vous voyez sur les camemberts, avec le même code couleur que précédemment, la couleur foncée représentant les moments où la douleur elle a été perçue comme diminuant après la séance. Donc les intensités perçues comme légères, donc les séances douces finalement, n'augmentaient pas la perception de douleur. C'est-à-dire que les participants n'ont pas noté, à aucun moment, en tout cas pour eux, à aucun moment ils ont noté une aggravation, on va dire, après la séance. Donc c'est très bon à savoir. Et de manière globale, on va dire, en majorité, il y avait tendance à pas induire de changement positif ou négatif, hein, finalement, vu que la majorité est en gris. Donc a priori, les personnes pourraient pratiquer une activité légère, entre guillemets, à volonté. Ensuite, pour les intensités modérées, on voit qu'il y avait parfois une augmentation, parfois pas de changement, mais on remarque plutôt une plus grande proportion de réduction de la perception de douleur. Et étrangement, ce sont les douleurs perçues comme vigoureuses qui ont eu le plus de réduction dans la perception de douleur, sachant que certaines séances de stretching pouvaient être perçues comme étant vigoureuses en fait, intenses. Donc on imagine bien qu'en fonction de son état, en fonction de sa fatigue ou des douleurs, eh bien, la proportion d'efforts à fournir peut être plus ou moins grande. Voilà, donc je pense que c'est quelque chose qui vous parle aussi. Et donc, que retenir de cette première étape? Que ce n'est pas qu'une question de volonté. Mettre en place, être physiquement actif, mettre en place des choses pour sa santé, etc. Ce n'est pas toujours qu'une question de volonté. Il y a vraiment plein de choses qui vont influencer notre pratique d'activité physique, qui vont influencer ce qu'on en pense, voilà, et de tout ce qu'on va pouvoir faire dans la gestion des symptômes, de l'endométriose, etc. Donc c'est pas qu'une question de volonté, et on peut mettre en place des choses très simples au quotidien pour transformer le mouvement en cercle vertueux, mais aussi en faire un allié. Et donc pour ça, je vais vous donner tout de suite quelques outils pour pouvoir vous outiller justement et pour pouvoir mettre en place des choses qui vont vous aider dès maintenant. Donc, par exemple, s'observer pour mieux comprendre ses symptômes, communiquer et pouvoir se rendre compte des bénéfices du mouvement et des éventuels schémas dans les symptômes. Donc à gauche, vous voyez un calendrier que j'utilise dans ma pratique de coaching. Donc les personnes peuvent remplir leurs symptômes et les activités qu'elles ont faites. Certaines mettent aussi leurs habitudes et ça permet de comprendre certains schémas éventuels dans les symptômes justement, de discuter avec leur médecin et aussi des pros qui les accompagnent, par exemple dans le cas d'un suivi diététique. Les deux outils incontournables de ce genre de suivi, ça va être les échelles. Donc premièrement, l'échelle visuelle analogique, donc de 0 à 10, on peut l'utiliser pour quantifier les symptômes, généralement c'est la douleur, mais on peut aussi l'utiliser pour la fatigue, l'énergie, etc. Et ça permet en fait de traduire un état, un sentiment, quelque chose qu'on ressent en une échelle pour pouvoir mieux le suivre, son évolution dans le temps et pouvoir mieux le traduire en fait finalement. Et en dessous, vous voyez une échelle, donc c'est l'échelle de Borg que je vous parlais tout à l'heure, l'échelle de perception de l'effort, donc c'est presque le même principe, et ça permet de noter la difficulté des efforts qu'on va faire au cours d'une séance d'exercice ou d'une activité de manière générale. Le principe, du coup, c'est qu'on peut associer ces différentes mesures pour pouvoir mieux suivre les effets. Donc si vous souhaitez avoir ce calendrier, je peux vous le fournir tout à fait gratuitement. Je l'ai construit au fur et à mesure à partir d'un modèle hospitalier et avec les retours des utilisatrices. Donc vous pouvez m'envoyer un message sur Instagram ou un mail et je vous le transmettrai sans souci. Mais il faut garder à l'esprit que tout n'est pas linéaire, que ce soit en matière de symptômes comme de progression ou de progrès dans l'activité physique. J'aime bien cette citation, il y a des jours avec et il y a des jours sans. Et les jours sans, on fait avec. Ou du moins, on essaye de faire avec.
Je veux illustrer ce propos avec l'image que vous voyez. Donc c'est l'évolution d'une des participantes de l'étude. Donc on voit bien que tout n'est pas linéaire, même s'il peut y avoir du progrès. Ici, chaque point représente sa perception de douleur entre le début et la fin des séances. Quand le point est en bas, la douleur elle a diminué. Et quand le point est en haut, eh bien ça a augmenté. Donc on voit qu'entre chaque séance, ça peut vraiment être très variable. Mais comme pour tout en fait, comme pour l'énergie, le moral, etc., c'est très variable et il y a énormément de facteurs qui peuvent influencer notre état. Que ce soit le cycle hormonal pour celles qui n'ont pas de traitement hormonaux, que ce soit les douleurs elles-mêmes, les symptômes eux-mêmes, le sommeil, l'alimentation, etc. Tout ça, ça va influencer notre état et la façon dont on va réagir et dont le corps va être réactif également. Mais en fait, on pourrait aussi mettre, au-delà de ces symptômes et de tout ce qui est biophysiologique, on pourrait aussi mettre le moral, l'humeur et les événements qui se passent dans la vie personnelle en fait. Et c'est normal que tout ça, ça varie suivant les périodes et suivant les jours. Donc, ne pas oublier, c'est ok de commencer petit. Parce que chaque parcours est différent. Une personne égale une endométriose. Donc chaque expérience peut être différente. C'est pas parce que quelqu'un a obtenu tel ou tel résultat que vous allez ou devez obtenir tel ou tel résultat. Autre chose pour la route, quand on aime ce qu'on fait, donc quand on choisit une activité qui nous plaît et qu'on aime, eh bien ce sera plus facile de la pratiquer. Donc il y a vraiment plein de choses qui sont possibles à condition de les adapter et c'est ce sur quoi j'ai envie de vous guider juste après. Justement et juste avant de vous donner les meilleurs conseils pour que vous aussi vous puissiez commencer dès maintenant à pratiquer chez vous pour en ressentir les bénéfices, eh bien je vais passer rapidement sur l'étude 3, c'est-à-dire l'application en pratique d'un programme d'activité physique adapté pour l'endo, à quoi ça ressemble, qu'est-ce qu'on pourrait s'attendre comme résultat, etc. Et donc si ça vous intéresse, vous pouvez retrouver le protocole en détail dans la revue BMC. Donc c'est un programme de 6 mois en visioconférence et les personnes sont réparties aléatoirement dans l'un des 4 groupes. Donc on avait le groupe contrôle, le groupe témoin, où les personnes recevaient quelques vidéos d'activité physique pour pouvoir pratiquer en autonomie, donc vraiment sans supervision. Tous les autres groupes ont également reçu ces vidéos. On avait un groupe d'éducation qui 2 fois par mois assistait en visioconférence à des activités éducatives et donc animées par un professionnel avec un exposé et un système de questions-réponses, et il y avait aussi des discussions entre participantes. Ensuite, il y avait un groupe activité physique adaptée. Donc eux, ils pratiquaient 1 à 2 fois par semaine de l'activité physique adaptée supervisée, donc avec un coach en gros, un enseignant en APA, donc en visioconférence. Et il y a un dernier groupe qui a reçu l'ensemble en fait de ces interventions, donc à la fois l'éducation et à la fois l'activité physique adaptée. Donc ce que je vous présente ici, ce sont les résultats préliminaires sur la première vague de participantes, étant donné que ce programme est toujours en cours. Donc les conclusions, elles peuvent encore évoluer d'ici là. Donc la douleur moyenne sur les 7 derniers jours, elle a été évaluée sur une échelle de 0 à 10, et ce qu'on observe, c'est qu'elle a eu tendance à diminuer, mais on ne peut pas dire que ce soit proprement dû aux interventions qui ont été faites, donc pas par rapport au programme, mais plutôt par rapport au temps qui est passé entre les 2 mesures. On remarque qu'il y a une amélioration dans tous les groupes d'intervention, et en particulier les groupes qui avaient de l'activité physique, donc vous voyez en jaune et en orange. Et que le groupe contrôle, quant à lui, qui n'avait pas d'intervention supervisée, eh bien il y a plutôt eu tendance à avoir une détérioration que vous voyez donc en bleu. Ça a augmenté en termes de douleur. En revanche, pour la fatigue, qui a été évaluée avec le même système, on voit que les groupes d'intervention, en particulier d'activité physique adaptée en orange, ont amélioré leur fatigue moyenne. Et ici, c'est bien lié au groupe d'intervention. Et on voit que le groupe contrôle en bleu, quant à lui, eh bien, il est plus fatigué parce que ça a augmenté. Et voici ici les résultats pour la qualité de vie. Donc je tiens encore une fois à préciser que ces résultats sont préliminaires. Pour la qualité de vie, plus ça descend, plus ça s'améliore. Et donc on voit une tendance à l'amélioration pour les groupes d'activité physique et d'éducation, mais on ne peut pas encore conclure.
Donc il existe encore des limites dans ces résultats. Et si c'est quelque chose qui vous intéresse, que vous souhaitez en savoir plus, que ce soit pour participer ou pour en savoir plus sur les prochains résultats, je vous invite à vous rapprocher de l'équipe de recherche. Donc vous pouvez contacter l'adresse mail que je vous avais mis quelques slides auparavant. Je tenais d'abord à vous présenter le livret du ministère qui est gratuit et en libre accès sur internet. Vous y retrouverez à l'intérieur les grandes lignes sur l'endométriose et l'activité physique en langage clair et des conseils qui vont rejoindre certains des miens. Il rappelle en premier lieu les recommandations générales de l'Organisation mondiale de la santé sur le volume d'activité physique à pratiquer par semaine pour les adultes en bonne santé, comme on n'a pas encore de recommandations spécifiques pour l'endométriose. Encore une fois, les temps qui sont indiqués, ça peut paraître énorme, voire inatteignable quand on est atteinte et quand on a de la fatigue et des douleurs. Mais je vous rassure, tout est bon à prendre. C'est-à-dire que même un tout petit peu, même vraiment un tout petit peu, même si ça vous paraît rien du tout, eh ben ça peut déjà ça peut déjà apporter pas mal de bénéfices. Encore une fois, chacune son rythme et chaque petit pas, à la fin, ça peut faire un long chemin. Vous voyez juste en dessous qu'il recommande de commencer par des activités douces. Et encore une fois, moi je dis oui, parce que c'est la meilleure façon de se familiariser avec le mouvement. C'est la meilleure façon, entre guillemets, de l'apprivoiser. Et ce qu'on a vu avec les travaux précédents, c'est que l'activité comme le stretching, c'est souvent bien apprécié, c'est souvent quelque chose que voilà, on aime bien faire, et que les activités légères, eh ben, on peut les pratiquer à volonté. L'idée avec ces activités-là, c'est aussi de reprendre un peu contact avec son corps, d'apprivoiser le mouvement. Et pour celles qui sont déjà actives, eh bien, comme je disais, tout n'est pas linéaire. Et le secret, c'est vraiment l'adaptation. C'est-à-dire comment optimiser mon activité physique, optimiser tout ce que je peux faire en fait selon mon état et mon objectif, mais toujours dans une démarche bienveillante avec soi-même et sans culpabilité. Entrons dans ce que je vous recommande de faire pour pouvoir profiter du meilleur de l'activité physique et avoir entre guillemets une pratique qui vous réussit. Donc, de mon expérience et des lectures, le stretching, c'est vraiment un très bon point d'entrée. Parce que les personnes atteintes d'endo ont souvent des atteintes, des tensions dans le bassin, les hanches, les lombaires, et donc le stretching c'est quelque chose déjà qui permet de venir avoir une action souvent bénéfique à ce niveau. Ça permet de lutter contre les tensions, ça permet de lutter contre la rétractation, entre guillemets rétractation des tissus, qui peut avoir lieu avec les adhérences, qui peut avoir lieu avec du coup les tensions, le fait d'être immobile, etc. Ça peut également soulager certaines douleurs comme tout ce qui est sciatique, lombalgie, etc. Je vous recommande d'ailleurs, si vous êtes prise en charge, de vous rapprocher de votre kiné qui pourra tout à fait vous conseiller aussi là-dessus très largement. Et il y a aussi des bénéfices qu'on peut ressentir par rapport avec le stretching, tout ce qui est au niveau du plancher pelvien pour pouvoir en prendre conscience, mais aussi le relâcher quand il y a des problématiques de périnée hypersonique ou hyperactif. Encore une fois, je vous invite à poser des questions aux professionnels qui vous accompagnent, que ce soit gynécologue, sage-femme ou périnée, spécialisé en périnéologie. C'est vraiment des choses qui peuvent être précieuses. Et donc, voilà, le plancher pelvien, on peut venir agir dessus avec le stretching également. Et ce qui est très intéressant dans toutes ces activités d'étirement et de stretching, ça va bien sûr être le côté relaxation qui va venir aider à apaiser les douleurs et le mental. Donc, comment pratiquer ça? Eh bien, très simplement avec des étirements et des exercices de mobilité. Vous pouvez aussi retrouver ça dans les pratiques de yoga comme le yin yoga ou le hatha yoga, je vais revenir dessus juste après. Donc vous voyez des exemples en haut de posture, tout à gauche vous avez une posture plutôt pour étirer le psoas qui est un muscle profond dans le bassin. À côté vous avez quelque chose un peu plus pour les lombaires et de mobilité thoracique, donc un peu pour mieux respirer. Juste en dessous vous voyez une position pour la relaxation et le relâchement général, mais qui peut aussi marcher pour le plancher pelvien. D'ailleurs pour le plancher pelvien vous avez
avez les illustrations issues d'une étude qui a été faite sur le yoga et l'endométriose, donc c'est Ravins et collaborateurs. Voilà, donc quelques postures, il y a vraiment plein de choses à utiliser et à faire, que ce soit dans les étirements et vraiment dans le yoga aussi. Et même si vous n'aimez pas le yoga, vous pouvez tout à fait utiliser les postures sans pratiquer tout le côté, toute la dynamique spirituelle, etc. du yoga. Vous pouvez très bien juste vous inspirer des postures qui le font. Et justement, donc pour appuyer tout ça, les études que je citais précédemment sur le yoga, qu'est-ce qu'ils faisaient à l'intérieur? Eh bien, principalement des exercices de respiration, des exercices de respiration rythmés, notamment avec des pranayama ou quelque chose comme ça. Il y avait ensuite une pratique de posture de yoga, souvent c'était du hatha yoga. Et ensuite, il y avait une phase de relaxation, voilà, de relaxation plus ou moins profonde. Certains utilisaient des techniques d'introspection, de journaling, du mantra, des chants, etc. Et c'était souvent des séances assez longues. Voilà, donc encore une fois, ce qui a été fait dans les études, c'est peut-être pas toujours possible de le reproduire. Mais en tout cas, déjà, avec tout ça, avec toutes ces techniques-là, vous avez beaucoup de choses à faire pour pouvoir l'utiliser chez vous. La deuxième chose que je recommande, c'est le renforcement. Je ne vais pas vous l'apprendre, mais moins on fait d'efforts, plus les efforts suivants sur le long terme, eh bien, ils vont devenir difficiles. C'est ce qu'on appelle aussi la fatigabilité. Donc en fait, on devient plus fatigable, c'est-à-dire que ça devient plus difficile de faire certains efforts, comme faire ses courses, monter les escaliers, etc. L'idée ici, c'est de préserver sa condition physique pour préserver sa santé et limiter, voire lutter contre la fatigue chronique. Ne pas se rajouter une couche, quoi. Parce que si on est déjà fatigué, si en plus on se déconditionne, on ne s'en sort pas. Ça devient un vrai cercle vicieux du déconditionnement qu'on appelle même. Donc, il y a même des travaux qui ont mis en lien l'intensité des douleurs pelviennes et la faiblesse de certains muscles du bassin, des hanches et des abdos profonds. Donc le renforcement de ces muscles, associé à des exercices d'endurance, ont pu améliorer la perception de douleur à la fois subjective et objective, à évaluer à la pression. Voilà, donc c'est vraiment essentiel de venir renforcer aussi ces muscles-là, que j'ai donc appelés corps, C-O-R-E, qui veut dire noyau, et que en fait on parle plus généralement des muscles stabilisateurs du tronc, de la région lombaire et pelvienne. En fait, ce sont vraiment ces muscles-là. Et donc comment on vient travailler ça? Eh bien avec des exercices notamment de stabilisation du bassin. Donc là en fait tous ceux que vous voyez, c'est des exercices de stabilisation du bassin, et grosso modo qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien c'est des exercices qui vont venir mobiliser les hanches, mobiliser les lombaires et mobiliser les abdominaux, et en particulier abdominaux profonds comme le transverse. Donc en fait, ces exercices-là, ça se rapproche des exercices qu'on peut voir dans le pilate et dans certains exercices de yoga, dans le renforcement, etc. Mais encore une fois, on n'est pas obligé de pratiquer ces choses-là. On peut voir beaucoup plus loin, notamment pour avoir quelque chose de beaucoup plus complet et ne pas se limiter qu'à une seule pratique. Vers quoi on peut se tourner encore? Eh bien tout ce qui est les abdominaux normopressifs. Donc normopressif, ça veut dire qu'ils n'engendrent pas de pression. Donc c'est par exemple le gainage, voilà. Et encore une fois, tous les exercices qui sont ici sur le côté sont normopressifs, ils n'engendrent pas de pression. Ou hypopressifs. Donc hypopressifs, ce sont ceux justement qui vont faire baisser la pression dans l'abdomen. Et donc à quoi ça ressemble? Eh bien ce sont tout ce qui est fausse inspiration, etc. Vous allez voir des images juste après. L'intérêt aussi de ce genre de renforcement, c'est que ça permet de protéger son périnée, de l'entraîner, et puis d'entraîner aussi le transverse et les abdominaux profonds. Ces exercices-là, c'est aussi des choses que vous retrouvez en physiothérapie avec le kiné. Et encore une fois, si vous êtes en prise en charge kiné, que vous voyez quelqu'un par rapport au périnée, en pelvipérinéologie, etc., c'est quelqu'un qui va pouvoir aussi être un appui et vous conseiller. Donc encore une fois, n'hésitez pas. Je vais préciser mon propos du coup sur les abdominaux et les transverses. C'est un muscle qui est important dans la santé abdominale et pelvienne. Il fonctionne de pair avec le périnée, mais aussi avec la respiration et avec les autres abdos. C'est vraiment quelque chose, c'est vraiment un package en fait. Et tout ce système-là, il permet de mieux gérer les pressions à l'effort. Ces transverses de l'abdomen, parce qu'en fait on dit souvent le, mais c'est les,
C'est souvent le muscle qu'on appelle le muscle ventre plat parce qu'en fait il va avoir une action de ceinture, il fait vraiment une ceinture autour de l'abdomen et il vient tout maintenir. Voilà, et donc il y a des façons de le travailler plus spécifiquement. Donc encore une fois, normopressif, vous avez tout ce qui est gainage, etc. Vous avez aussi ce type d'abdominaux-là, et tout ce qui est aussi méthode de Gasquet, etc. Enfin, il y a vraiment plein de façons de faire du normopressif, etc. Donc ce type d'abdominaux-là, vous l'avez peut-être déjà vu aussi, donc c'est vraiment des choses qui sont possibles. Tout ce qui est hypopressif, fausse inspiration, méthode de Coffrier, etc. C'est aussi des méthodes qui peuvent venir stimuler, on va dire, le transverse. C'est aussi des méthodes qui sont utilisées parfois dans tout ce qui va être prolapsus, etc. Et on va aussi parler des fameux crunchs où vous venez rapprocher la tête du bassin. Donc voilà, vraiment en flexion comme ça. Est-ce qu'il faut les éviter? Eh bien, je dirais que ça dépend de votre objectif et de la façon dont vous allez le faire. Si vous le faites dans un objectif de ventre plat ou de perdre du gras, je suis désolée de vous décevoir, mais déjà, on ne peut pas on ne peut pas perdre du gras d'une façon localisée sur le corps. C'est forcément quelque chose de global et c'est le corps qui choisit. C'est lui qui va choisir à partir du moment où vous entrez dans un processus de perte de poids. C'est pas vous qui allez pouvoir cibler l'endroit. Ensuite, les crunchs, c'est des abdos qui ciblent les grands droits ou entre guillemets les abdos tablés de chocolat. Et quand bien même c'est des abdos qu'on cherche à développer et qu'on fait des exercices, ben c'est pas pour autant qu'on va les voir. Voilà, parce que ça dépend encore une fois de la masse grasse. Et si vous les travaillez beaucoup et intensément, comme tous les autres muscles, ils peuvent avoir une hypertrophie, c'est-à-dire qu'ils peuvent grossir et s'épaissir. Et donc, avoir des muscles qui s'épaississent à ce niveau-là, c'est tout l'inverse de l'effet recherché quand on cherche un ventre plat. On entend souvent aussi qu'il faut les éviter car ils vont générer des pressions, pousser les organes vers le bas, etc. Et on suppose aussi que c'est pas top parce que ça pourrait déclencher des douleurs par rapport aux lésions d'endométriose. Donc ça c'est si on les fait entre guillemets mal. Et pour bien les réaliser, on recommande, on va revenir à notre fameux transverse, justement d'avoir un bon transverse. Un bon engagement de celui-là, donc vraiment une aspiration du ventre, et en particulier du bas du ventre, qui va venir justement tout maintenir, bien répartir la pression et protéger. Donc par exemple, là vous voyez la différence entre l'image du haut et l'image du bas. Dans l'image du haut, le ventre il a tendance à sortir, la pression elle est mal gérée et effectivement là, il y a une poussée vers le bas, et l'image en dessous, où le transverse il est engagé et où tout est bien maintenu. Donc quand les exercices, et d'ailleurs dans certains exercices de pilates, on peut retrouver justement ce truc-là où on décolle un peu les épaules du tapis, mais il faut aussi engager le transverse. Donc quand c'est bien réalisé, et c'est souvent difficile à faire, c'est pour ça que par défaut, vous voyez beaucoup de personnes le déconseiller. Quand c'est bien fait, ça peut être utile. Ça peut être utile ce genre d'exercice, encore une fois, suivant l'objectif. Et c'est utile quand, dans tout ce qui est crossfit, calisthénie, gymnastique, etc. Mais maintenant, est-ce que je le recommande pour tout le monde? Eh bien, je pense qu'il y a d'autres choses plus intéressantes et beaucoup plus fonctionnelles pour venir travailler les grands droits. Parce qu'encore une fois, on dit souvent que c'est un muscle superficiel, et je l'ai dit tout à l'heure, c'est les tablettes de chocolat. Ils ont quand même une fonction assez essentielle pour tout ce qui est diastasis, c'est-à-dire post-accouchement notamment, il sert à, entre guillemets, resserrer la ligne blanche. Donc ils ont quand même un intérêt, même au niveau anatomie fonctionnelle, etc. Mais encore une fois, il y a des façons plus intéressantes de les travailler, etc. Ça dépend vraiment, les crunchs, et si vous en faites, ça dépend aussi de votre pratique sportive. On arrive ensuite sur tout ce qui va être cardio et endurance. Donc encore une fois, ça va être ici pour préserver sa condition physique, ça rejoint ce que je disais sur le renfort, pour lutter contre la fatigue, lutter contre le déconditionnement, mais aussi se faire plaisir. Parce que le cardio, l'endurance, le truc c'est qu'il y a vraiment une variété d'activités. C'est un mode d'exercice aussi qui est plutôt bon pour le moral, pour lutter contre l'anxiété,
qui est de manière générale aussi très bonne pour le système cardiovasculaire, cardio-respiratoire et d'une manière plus globale contre l'inflammation. Maintenant ici, comment on fait pour pratiquer ce genre d'activité? Eh bien, il faut moduler. Il faut moduler les impacts. On peut faire ce genre d'activité quand à une intensité légère, eh bien à volonté, par exemple la marche, c'est peu coûteux, il suffit de sortir, on n'est pas obligé d'en faire des heures, déjà rien que 10 minutes, des fois ça peut faire un bien fou. Et on peut aussi les pratiquer sous forme de circuit, il peut y avoir de la course, du vélo, de la natation, il y a vraiment énormément d'activités qui sont disponibles et c'est là où en fait où on peut se faire plaisir. Ensuite, comment je vous conseille de tester ou de pratiquer ça? Eh bien, d'abord de tester une courte durée et une intensité légère au début et de venir moduler ces paramètres-là. Donc attention, pas les deux en même temps. Soit vous augmentez le temps, soit vous essayez une intensité un peu plus forte, mais pas les deux en même temps. Et puis voilà, et si c'est ok, vous pouvez moduler comme ça. L'idée, ce n'est pas à la fin d'arriver à une activité hyper intense, non, l'idée c'est d'arriver à une activité modérée, qui vous fait plaisir et qui vous fait surtout du bien. Je vais terminer avec des conseils très généraux que vous pouvez appliquer pour toute cette pratique-là. Des questions à vous poser qui vont du coup vous guider. Quels sont vos objectifs? Pourquoi souhaitez-vous pratiquer de l'activité physique? Est-ce que c'est pour votre santé? Est-ce que c'est pour gérer les symptômes de l'endométriose? Est-ce que c'est pour reprendre une activité sportive que vous voulez, que vous souhaitez reprendre, etc. Pourquoi c'est important de se poser cette question? Parce que ça va conditionner vraiment tout le reste. Tout ce que vous allez faire, ce sera en fonction de votre objectif. Parce que si vous souhaitez pratiquer une activité physique pour votre bien-être et que vous venez à faire une activité qui ne vous plaît pas du tout, eh bien vous êtes à côté. Et du coup, vous n'allez pas pouvoir maintenir ça à long terme. Donc c'est vraiment important de réfléchir, ok, qu'est-ce que je veux chercher là-dedans? Ça va vraiment vous aider à trouver des choses qui vont vous aller. Ensuite, comment je me sens avant et après la pratique que je viens de réaliser? Ça va vous aider à savoir quels ont été les bénéfices et donc déjà dans votre tête à conscientiser et à vous dire ah ouais, en fait ça me fait vraiment du bien. Et au contraire, s'il y a des petites douleurs ou des petits trucs qui apparaissent, eh bien ça va vous permettre de pouvoir adapter par la suite. Ok, peut-être j'en ai trop fait ou peut-être que je peux aller plus loin, etc. Donc c'est vraiment important. Et surtout une règle d'or, c'est que l'activité physique ne doit jamais vous déclencher des douleurs d'endométriose. Les douleurs type courbature, etc., c'est normal, mais tout ce qui vous déclenche des douleurs d'endométriose, il faut réfléchir à adapter parce que c'est pas normal. Ça ne devrait pas, ça doit rester quelque chose de vraiment bénéfique et thérapeutique. Ensuite, qu'est-ce que bouger régulièrement va vous permettre d'accomplir? Là, je vais vous demander d'aller chercher un peu plus loin que juste être actif physiquement, juste être, voilà, je pratique de l'activité physique, ça me plaît et tout. Non, essayez de voir un peu plus loin. Qu'est-ce que, depuis que vous bougez, depuis que vous faites ça, qu'est-ce que ça vous apporte? Ah bah tiens, maintenant que quand je monte un escalier, bah, je suis vachement moins fatiguée. Faire mes courses maintenant, c'est vachement plus facile. Quand les enfants ils veulent qu'on fasse une activité, je suis vachement moins épuisée. C'est ça que je vais vous demander d'aller chercher et d'essayer d'associer justement qu'est-ce que bouger régulièrement vous amène et vous permet de faire dans votre vie personnelle et qu'est-ce que ça vous permet dans votre épanouissement. Maintenant, pour pouvoir essayer de moduler aussi un peu plus l'activité physique, je vous donne un petit code couleur que je donne régulièrement. Quand il y a code rouge, douleur, fatigue, là, on vient ralentir. On peut pratiquer une activité douce, on peut aller marcher, on peut faire du stretching, etc. pour le plaisir et pour venir justement essayer de s'apaiser, réduire les symptômes, etc. Code bleu, il y a de l'énergie, ça va, je me sens globalement bien, il y a quelques inconforts légers, je vais dire une douleur par exemple 3 sur 10, etc. Et bien là on peut essayer de maintenir, essayer de faire sa séance de cardio renfort en peut-être diminuant l'intensité, voilà, essayer de faire ses activités habituelles, mais peut-être en ayant conscience que voilà, aujourd'hui il y a quelques petits inconforts, donc on vient adapter, on fait peut-être un petit peu moins, ou on peut essayer comme d'habitude, et si ça va pas, on vient diminuer l'intensité. Donc là ici, le code bleu c'est j'adapte, voilà, vraiment. Et code vert, c'est ça va aujourd'hui, j'ai aucune gêne, j'ai de l'énergie, et bien c'est à ce moment-là que vous pouvez oser.
osez, parce que c'est l'occasion de tester des activités nouvelles, peut-être plus intenses, peut-être originales, peut-être un truc que vous n'auriez pas pensé faire. Et bien c'est là que vous pouvez tester, peut-être que vous allez vous surprendre. Pourquoi? Parce que, étant donné que vous n'avez pas de douleur, pas de symptômes, eh bien vous allez être plus encline à pouvoir tester sans, entre guillemets, idées préconçues, et vous allez peut-être découvrir quelque chose qu'en temps normal vous n'auriez pas fait. Donc voilà, c'est vraiment oser. Oser, 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 adapter. C'est vraiment le maître mot de cette conférence, c'est adapter votre pratique. On n'est pas obligé de toujours faire trop ou on n'est pas obligé de ne rien faire. On peut vraiment trouver des choses euh, pour pouvoir pratiquer et avoir des bénéfices. Maintenant, la grande question, ça va être où pratiquer. Parce qu'on peut pratiquer soi-même, mais on peut aussi avoir envie d'être accompagné. Donc comment on fait? Première chose, très à bas, encore une fois, les maisons sport santé, les clubs et les salles de fitness. Pourquoi? Parce que de manière générale, eh bien, il y a de plus en plus de créneaux santé qui sont disponibles. C'est-à-dire que on a tous conscience, voilà, qu'il faut développer, les gens sont de plus en plus conscients de leur santé. Donc il y a de plus en plus de créneaux qui se développent et qui vont être beaucoup plus bien-être, etc. Pourquoi? Parce que souvent c'est accessible, que ce soit en club, que ce soit en maison sport santé, et va y avoir des activités de plus en plus variées. L'inconvénient de ça, c'est que vous n'allez pas toujours avoir des professionnels formés sport santé, donc sauf si vous allez dans une maison sport santé, hein, qui est le dispositif gouvernemental pour pouvoir permettre aux gens de faire de l'activité physique quand ils ont des pathologies, etc. Ben, vous n'allez pas toujours avoir des professionnels qui sont formés à l'endométriose. Parce que c'est pas encore très très répandu, il n'y a pas encore vraiment de formation sur ce sujet-là. Donc voilà, renseignez-vous quand même sur les activités, etc. Parce que vous pouvez avoir vraiment des choses qui vous correspondent et d'autres pas. Donc n'hésitez pas à faire des cours d'essai, n'hésitez vraiment pas. Vous avez aussi les associations de patientes, donc je pense à Endo-France, je pense à même des associations locales que vous pouvez avoir dans votre région, etc., qui peuvent proposer des ateliers ponctuels ou réguliers. Donc n'hésitez pas à aussi faire un tour du côté des associations de patientes endométriose, etc., qui peuvent aussi proposer des activités et quelque chose d'assez riche et qui, pour le coup, devrait être adapté à l'endométriose. Parce que généralement ils font appel à des professionnels voilà, d'activité physique adaptée, des kinés, des choses comme ça qui sont informés et formés. À savoir exact aussi, vous pouvez bénéficier de prescriptions de sport, donc possible avec ALD 31, mais au-delà de la LD 31 si vous ne l'avez pas, il y a de plus en plus de mutuelles qui participent avec ou sans le formulaire de prescription au remboursement des actes d'activité physique adaptée. Donc là, renseignez-vous bien, c'est très important d'avoir peut-être un professionnel diplômé en activité physique adaptée ou une structure qui a le label. Mais il y a de plus en plus de mutuelles, au même titre que certaines mutuelles remboursent la naturopathie ou l'ostéopathie, vous pouvez avoir certaines prises en charge spécifiques pour l'activité physique. Et enfin, vous pouvez aussi faire appel aux enseignants en activité physique adaptée, aux éducateurs sportifs qui sont en libéral, etc. Donc là, encore une fois, c'est très très important de se renseigner sur les qualifications des personnes et sur leur expérience pour savoir à qui vous avez affaire. Et j'en profite pour dire que si c'est quelque chose qui vous intéresse, d'avoir un accompagnement un peu plus personnalisé, eh bien vous pouvez venir faire un tour sur Bouger avec l'endo. C'est l'accompagnement donc, que j'ai fondé pour les femmes atteintes d'endométriose, d'adénomiose et plus largement de douleurs pelviennes. Voilà, donc on va passer maintenant à la pratique. Et donc je vous retrouve tout de suite donc avec une vidéo que j'ai tournée spécifiquement pour cette pratique. Dans un premier temps, on va commencer debout et ensuite on passera par une pratique assise afin d'avoir une séance accessible à toutes. Pour le premier mouvement, je vous invite à avoir les pieds à peu près à la largeur des hanches et on va simplement venir faire des cercles dans un sens avec le bassin pour venir réveiller un petit peu tout ça en douceur. Alors je vous invite à faire d'abord 10 cercles dans un sens. Donc on vient bien amener les hanches de chaque côté, en avant et en arrière. Si je me mets de profil, ça donne quelque chose comme ça. Donc je viens chercher plus ou moins large.
en fonction de mes possibilités, en fonction de mes ressentis. Vous pouvez tout à fait faire des cercles moins larges si vous en ressentez le besoin. Et là, on va terminer encore 3, 2, et le dernier, avant de changer de sens. Prenez le temps de rentrer tout doucement dans l'exercice. Commencez à allonger tout doucement les inspirations et les expirations. Si vous voulez caler un rythme, vous pouvez par exemple inspirer quand le bassin est devant, ici j'inspire, et expirer quand le bassin va derrière. Encore 3, 2, 1, et le dernier pour la route. Super. Pour la suite, je vous invite à ouvrir les pieds bien plus larges que vos hanches. Et on va venir travailler une zone ici, on va venir étirer les adducteurs et ça va aussi venir solliciter le creux de l'aine qui peut parfois être douloureux pendant les crises. Donc je vais vous inviter à venir basculer la hanche sur le côté et vous allez venir plier la jambe du même côté. Et là, vous allez sentir un étirement de l'adducteur et plus vous allez vous pencher, plus vous allez sentir un étirement de l'adducteur et de la hanche. Si c'est difficile de rester dans cette position, vous pouvez tout à fait tendre un peu moins la jambe pour avoir quelque chose un petit peu moins intense. Donc c'est à vous de moduler. Vous pouvez aussi tout à fait bouger dans cette position pour essayer de changer et de voir l'étirement qui vous fait le plus de bien. On va revenir et on va changer de côté. On incline d'un côté, enfin de l'autre côté et on vient plier la jambe. Et on va rester ici à peu près 5 respirations. Donc on inspire, expire, encore inspire, expire. Encore une fois, vous pouvez bien jauger avec l'orientation de votre buste, avec aussi l'intensité avec votre jambe. Trouvez la position qui vous fait le plus de bien. Encore 2 respirations, inspire. Expire. Et la dernière, inspire. Et expire. Et on revient au centre. On va garder cet écartement pour la suite des exercices. On va venir faire quelque chose d'un peu plus dynamique. Pour ça, je vous invite à placer vos pieds légèrement, la pointe de pied légèrement vers l'extérieur. Et on va venir, inspire, plie les jambes, amène les bras vers le ciel, ouvre grand la cage thoracique, expire, pousse sur les jambes et reviens placer les bras. Et on va faire ça 5 fois. Inspire, descends plus ou moins loin en fonction de ce qui te fait du bien. Plus tu vas venir chercher vers le bas, plus tu vas venir étirer les jambes, mais aussi venir travailler les cuisses. Donc à toi de doser, tu peux tout à fait venir que juste là. Inspire, expire, comme tu peux venir très bien chercher beaucoup plus bas. Inspire, expire. Et tu peux même le faire vraiment tout petit. Inspire, expire. Ok? Donc à toi de juger et de jauger. Une dernière fois ensemble, inspire et expire. Ok, tu peux tout à fait le faire plus longtemps si cet exercice te fait du bien. Pour la suite, on va venir resserrer un petit peu les pieds, à peu près à la largeur des hanches, et on va venir travailler un peu plus au niveau du tronc et de la cage thoracique. Je t'invite à placer ta main sur ta hanche et on va venir avec l'autre main par-dessus la tête et on va amener comme ça le buste un peu en flexion sur le côté. L'épaule vient ouvrir vers l'arrière pour ouvrir la cage thoracique. Et attention, on essaie, si possible, de ne pas amener les hanches. On n'est pas vraiment comme ça. Les hanches sont vraiment fixes. Inspire, expire et reviens. On va changer de côté pour pas trop rester dans la même position trop longtemps.
De nouveau, inspire, on ouvre vers le côté, on s'appuie bien, on essaye de pas trop déporter les hanches sur le côté. Et on regarde vers le ciel. Après, tu peux tout à fait tester un petit peu, ça vient étirer davantage dans le bas du dos, je trouve. C'est à toi de doser aussi un petit peu, n'hésite pas à explorer. Et reviens. De nouveau, inspire. Hop. Si cette version elle est trop intense parce que le poids du bras ici vient te tirer sur le côté, tu peux tout à fait venir placer la main au niveau de l'épaule et tu vas conserver cette ouverture de la cage thoracique tout en ayant un peu moins de poids sur le côté et donc réduire un petit peu l'intensité du mouvement. Tu peux aussi tout à fait te relever. Et reviens, on va faire une dernière fois de l'autre côté avec la version que tu auras choisie. Hop, donc soit avec le bras, soit avec juste l'épaule. Et vraiment la version plus toute douce, tu peux laisser simplement ta main au niveau ici de tes hanches. En essayant d'ouvrir sur le côté. Et reviens. On a travaillé sur les côtés, maintenant on va travailler devant. On va venir crocheter les doigts et inspire. On se grandit, on ouvre la cage vers le ciel, grande inspiration, et expire, on peut venir relâcher tout en bas. Je vous montre de côté, inspire, je lève mes bras vers le ciel, j'ouvre la cage thoracique pour prendre plein d'air, expire, relâche. C'est presque un dos rond, dos creux, mais debout. De nouveau, inspire. Expire. Relâche. Encore inspire. Expire. Et une dernière fois, inspire. Et expire. Ok, on peut relâcher un petit peu les épaules ici. On va passer à la suite. Donc on a été sur les côtés, on a été devant. On va maintenant travailler un peu le dos également. Donc là, je me mets de profil pour que tu vois. On va inspirer, expirer. On va venir enrouler tout doucement, vertèbre par vertèbre. Bien sûr, je vais venir plier légèrement mes genoux parce que là, ce que je cherche à travailler, c'est plus le dos que l'étirement de l'arrière des jambes. Donc, on vient tout doucement, tout doucement, tout doucement, jusqu'à ce que tu sentes que ton dos est un petit peu étiré. Donc, peut-être que tes mains touchent, peut-être que tes mains ne touchent pas et que tu es là. Si jamais tu as des soucis au niveau de la tête qui tourne parce que tu as des vertiges ou parce que tu as de l'hypertension, arrête-toi un peu plus haut et n'hésite pas à regarder devant toi pour avoir un point de repère et que ça te fasse moins la tête en bas. Si tu n'as pas de soucis, tu peux venir rester en bas. Si tu as envie de toucher le sol, eh ben, tu peux tout à fait venir plier davantage les genoux et on est là. Une fois en bas, tu peux venir basculer de droite à gauche pour venir explorer un petit peu les sensations dans les hanches. Tu peux venir basculer de droite à gauche pour venir explorer les sensations un petit peu dans les hanches. Ça peut venir tirer un petit peu davantage derrière les jambes. Et si tu veux vraiment relâcher complètement ton dos, tu peux venir croiser et relâcher la tête ici. Et on va remonter, parce qu'on va le faire plusieurs fois pour pas rester trop longtemps en bas. On va plier les genoux, s'appuyer pour venir dérouler tout doucement, vertèbre par vertèbre, jusqu'en haut. Donc tu peux le faire vraiment à ton rythme, tu peux mettre en pause pour pouvoir avoir des pauses un peu plus longues entre les exercices. Et nous on repart, inspire, expire, enroule tout doucement vertèbre par vertèbre, les genoux sont légèrement pliés, on descend, on descend, on descend, jusqu'à ce que ce soit confortable et on vient ici pour relâcher complètement le dos et la tête. Et si on se sent, on peut venir plier les bras pour faire un tout petit peu plus de poids. Et on y va ici pour 3 respirations en bas.
Inspire. Expire, on peut venir bouger de droite à gauche ou rester immobile, c'est comme tu le souhaites. Allez, une dernière fois, inspire. Et expire, et on y va tout doucement. Déroule, pose les mains sur les cuisses. Déroule tout doucement, vertèbre par vertèbre. Ok, on va le faire une dernière fois. Inspire. Expire. On y va tout doucement, on plie les genoux. On descend jusqu'en bas. Et on y va. Pour 3 inspirations. Inspire. Expire. Encore inspire. Expire, tu dois sentir un petit peu le dos qui se relâche, en particulier dans les lombaires. Dernière fois, inspire. Et expire, et on y va tout doucement. Déroule le dos, tu peux poser tes mains sur les cuisses pour venir dérouler tout doucement, vertèbre par vertèbre, jusqu'en haut. Cette fois-ci, pour étirer l'arrière des cuisses, je vous propose un dos plat. Donc pour ça, j'écarte mes pieds un peu plus larges que la largeur de mes hanches. Et je vais venir en dos plat, poser mes mains au-dessus ou sur mes genoux. Donc j'ai vraiment mes mains qui attrapent mes genoux. Et je suis ici en dos plat. Je vous montre de profil. Donc je suis plutôt en dos plat. Plus je vais arrondir mon dos, moins je vais sentir dans mes jambes. Plus je vais être en dos plat, légèrement en antéversion du bassin, plus je vais sentir. Et là, si vous voyez, mon poids, il est plutôt vers l'arrière. Ok ? Donc si je veux sentir davantage l'arrière des cuisses, eh bien, il faut que j'amène un petit peu mon poids vers l'avant des pieds sur mes orteils. Et là, vous allez sentir un peu plus l'arrière de vos jambes qui s'étire. Donc ça, c'est une façon assez douce de venir solliciter l'arrière des jambes, étirer l'arrière des jambes. Après, comme tout ce genre d'étirements, ils peuvent être assez inconfortables au niveau du creux poplité, donc vraiment à l'arrière des genoux. Donc si c'est pas super confortable pour vous, je vous recommande de ne pas rester très très longtemps dans cette posture-là. Et vous pouvez en trouver d'autres au sol et même assises qu'on va faire tout à l'heure. Et pour sortir de la posture, on plie les genoux et on remonte tout doucement. On va passer à notre dernier étirement debout, qui est un étirement donc pour le psoas, qui est un muscle profond dans le bassin. On va venir faire un pas ni trop grand ni trop petit, et ici on va décoller le talon arrière pour donner un peu plus de mobilité dans la hanche. Parce que là, ce qu'on va venir faire, c'est justement une rétroversion du bassin. Donc en fait, j'amène vraiment ici mon nombril, hop, vers le plafond. Donc déjà, rien que là, vous devez peut-être sentir que ça étire quelque chose au niveau de votre jambe et un peu dans le bassin. Parfois, vous pouvez même le sentir jusqu'au dos. Et là, pour terminer la cerise sur le gâteau, on va venir plier la jambe avant. Donc pas beaucoup, juste un tout petit peu, ça suffit et vous allez vraiment sentir cet étirement-là. Et on peut venir rester ici dans 5 respirations. Vous pouvez poser vos mains sur vos hanches et si vous voulez mes mains encore accentuées, vous pouvez légèrement ouvrir votre buste vers le ciel. Et on y va encore pour 3 respirations. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Sentez qu'à chaque expiration, ça se détend un peu plus une dernière fois. Inspire. Et expire. Et on revient tout doucement fermer le pas en avant. Donc on va changer de jambe. La jambe qui était derrière passe devant. Donc encore une fois, on vient faire un pas ni trop grand ni trop petit. Le talon de derrière se soulève. On vient faire une rétroversion du bassin. Donc mon nombril vient regarder vers le ciel et je viens plier la jambe avant. Là, ce qui est important aussi que je n'ai pas précisé, il ne faut pas que le bassin il s'ouvre sur le côté. Il faut vraiment que vos 2 hanches restent bien face à la jambe de devant. Et ici, vous sentez donc l'étirement et on peut prendre place pour plusieurs respirations. Inspire.
Expire. Encore inspire. Expire. Inspire. Expire. Et une dernière fois, inspire. Et expire. Et on revient tout doucement en avant. Et on se retrouve tout de suite avec un siège pour la partie assise. Je vous propose d'abord d'étirer les trapèzes et les muscles autour du cou qui ont tendance à être assez tendus quand on travaille sur un bureau ou même quand on a tendance à avoir des douleurs assez régulièrement parce que c'est une zone qui peut être tendue. Je préférais la faire assis parce que c'est un peu plus confortable que debout. Donc pour venir étirer cette zone, d'abord je vous propose de basculer la tête d'un côté comme si l'oreille voulait écouter ce que l'épaule avait à nous dire. Alors l'objectif c'est pas que ça se touche, donc je ne veux pas que vous leviez votre épaule, je veux simplement que la tête bascule et vous allez sentir un étirement de ce côté-là. On peut rester ici un petit peu, encore 2 respirations. Et on va basculer de l'autre côté, comme si l'oreille voulait écouter ce que l'épaule a à dire, mais sans lever. On reste bien détendu au niveau de l'épaule et on va sentir ici un étirement. Et on revient. Variante de cet étirement-là, en premier on va venir regarder en diagonale, donc le menton se tourne vers l'épaule et ensuite il s'abaisse vers l'épaule. Et là vous allez sentir un étirement qui est légèrement différent. Et si vous voulez accentuer, vous pouvez venir légèrement poser votre main. Vous n'appuyez pas, vous ne forcez pas, c'est simplement un léger poids qui vient s'ajouter pour intensifier l'étirement. Et on revient. On change de côté, donc d'abord je pivote le menton et ensuite il descend. Et si je veux, je peux venir poser la main sans appuyer, sans tirer, juste pour faire un léger poids. Et on revient. On va maintenant passer à un étirement de l'arrière du cou. Donc pour ça, je viens simplement rapprocher le menton de mes clavicules. Donc de profil, ça donne ça. Et je peux venir poser mes mains légèrement, sans tirer encore une fois, pour venir accentuer l'étirement. C'est possible que vous le sentiez jusque dans le haut du dos, voire parfois le bas du dos. Et si on voulait étirer davantage le dos avec cette méthode, on pourrait venir arrondir le dos. Donc sur une expiration, j'aspire mon nombril et je viens ici. Et là vous allez sentir vraiment un étirement qui peut être assez intense dans le dos. Et inspire. Donc vous pouvez tester les 2 méthodes, mais là c'était principalement pour étirer les trapèzes. Pour terminer, on va étirer l'avant du cou. Donc pour ça, on va venir mettre les mains à peu près au niveau des clavicules, l'une sur l'autre. Et en fait, on va venir tirer vers le bas la peau et ensuite on va regarder vers le ciel. Et là, ça va étirer un petit peu ici l'avant du cou. Et reviens. Tout à l'heure, on a fait les ronds de bassin debout et on pourrait très bien venir les faire ici sur le siège. On peut en faire quelques-uns. Donc même méthode, inspire ici, expire, on vient derrière. Si c'est un petit peu inconfortable au niveau du bas-ventre et qu'il y a des tensions ou des lourdeurs, on peut venir simplement un peu moins loin. C'est-à-dire qu'au lieu de venir chercher vraiment loin derrière, eh bien on peut simplement rester plutôt bassin neutre et venir chercher devant. Voilà.
c'est une autre façon de venir solliciter cette zone-là. Hop, on va changer de sens. Là aussi, on vient travailler un petit peu la mobilité du bassin, tranquillement, en douceur. Et on peut aussi caler sa respiration. Inspire quand tu es devant, expire quand tu es derrière. Ok. Toujours travail du bassin. Là, je propose de venir faire un chat dos rond, dos creux sur le siège. Donc, je suis un peu petite, donc je touche pas bien par terre, mais vous pouvez avoir tout à fait les pieds à plat. Donc là, c'est très simple, c'est la même chose que ce qu'on fait au sol. À l'inspiration, on va venir faire le dos creux. On ouvre les épaules derrière pour ouvrir la poitrine vers le ciel. Inspire. Expire. On vient faire un joli dos rond en partant voilà, du bas. Tout doucement, on vient enrouler les vertèbres jusqu'à venir complètement en dos rond avec le regard qui voit le nombril, qui regarde le nombril. Inspire, dos creux. Expire, dos rond. Ici, je me tiens parce que si je suis tellement dans mon dos rond que si je lâche, je pourrais presque partir en arrière. Plus vous allez vous relâcher, plus vous allez étirer votre dos. Inspire. Expire. Inspire, vous pouvez le faire à votre rythme, sur la respiration toujours. Et expire. Ici, en inspirant bien le nombril vers la colonne vertébrale. Inspire. Ouvre grand. Expire. Inspire le nombril. Encore 2 fois. Inspire. Expire. Dernière fois. Inspire. Et expire. Prochain exercice, encore pour le psoas, comme ce qu'on a fait debout, mais cette fois-ci sur le siège. Donc pour ça, on va venir mettre une jambe à 90 degrés, donc celle qui est en contact avec le siège, et l'autre jambe, en fait, ça va presque mettre mon fessier à l'extérieur de mon support. Et la jambe qui est, entre guillemets, dans le vide, on l'amène à 90 degrés derrière. Encore une fois, là, moi je suis sur pointe de pied parce que mon siège, il est un peu grand pour moi, mais vous pourrez avoir le pied à plat au sol, ça ne gêne pas du tout. Par contre, le talon derrière ici, comme pour la version debout, doit être décalé. Déjà, et on peut aussi naturellement se tenir, et moi je me tiens au siège de l'autre côté, même si vous ne voyez pas. Et déjà là, on peut sentir un étirement ici au niveau de la jambe, du bassin, etc. Donc ça c'est déjà le psoas qui travaille. Si on veut le mobiliser un peu plus, eh bien on va venir faire une rétroversion du bassin. Donc encore une fois, j'amène mon nombril vers le ciel et là ça travaille beaucoup. Ensuite, pour moduler, parce que vous allez aussi avoir le quadriceps qui va s'étirer, donc le muscle de la cuisse sur ce mouvement-là, vous pouvez le tendre un peu plus derrière pour moins le sentir. Au contraire, plus vous allez l'amener devant, en théorie, plus il va s'étirer. Mais comme on est un peu chacun différent, vous pouvez ajuster votre jambe plus ou moins derrière pour sentir plus le psoas que le quadriceps. Donc là on sent bien, j'ai beaucoup parlé, mais on peut rester environ 5 respirations, donc je pense que là on y est, et on va changer de côté. Hop. Donc j'ai ma jambe qui est en contact avec le siège, qui est à 90 degrés devant, pied à plat ou pied sur pointe de pied suivant comment votre support il est haut. La jambe de derrière qui vient chercher, moi je sens mieux mon psoas quand je mets vraiment bien ma jambe derrière, sinon c'est trop mon quadriceps qui s'étire. Et là je viens, hop, basculer mon bassin en avant, donc mon nombril qui regarde vers le ciel, rétroversion. Et là on respire tranquillement pour 4 respirations encore. Inspire. Expire. On pourrait basculer un petit peu le buste en arrière ici, mais moi je trouve que je sens trop mon dos, donc je préfère le laisser plutôt droit.
Encore 2 respirations, inspire. Expire. Et une dernière fois, inspire. Et expire et reviens tout doucement. Pour étirer l'arrière de la cuisse, comme on a fait un petit peu debout, mais là ça va être donc une alternative, je préfère me mettre de profil pour vous montrer. Donc là, je vais venir vraiment chercher le bord de mon siège, sinon ça va être assez difficile de pouvoir vraiment basculer en avant et ça va pas être confortable au niveau des genoux. Donc là, je vais garder une jambe pliée et je vais venir tendre l'autre. Et ici, je vais d'abord venir faire antéversion du bassin. Donc cette fois-ci, c'est plutôt mon nombril qui vient vers le sol. En fait, je sors mes fessiers vers l'arrière avant de venir basculer ici en avant et vous allez sentir normalement l'arrière de votre cuisse ici qui s'étire. Alors peut-être que vous êtes là, peut-être que vous êtes là, ça dépend vraiment de la souplesse de chacun. Vous pouvez être sur la cuisse, vous pouvez être sur le genou, vous pouvez être sur la cheville, il n'y a pas de souci. Au niveau du pied, vous pouvez le laisser au sol ici, normalement ça devrait accentuer le travail ici, derrière la cuisse, parce que si vous le levez, normalement, c'est le mollet qui va prendre. C'est-à-dire que si vous allez plus sentir le mollet que votre arrière de cuisse. Mais encore une fois, testez les deux et vous verrez ce qui vous fait le plus de bien parce que peut-être que vous avez aussi besoin ou envie d'étirer votre mollet. Même si là, ce qu'on recherche, c'est plutôt un travail autour du bassin. Dernière respiration, inspire. Expire et remonte tout doucement. Et on va changer de jambe. Donc je replie la jambe qui vient de travailler. Je déplie l'autre jambe. J'engage bien mon bassin. Je sors mes fessiers vers l'arrière. Et ensuite je viens plonger en avant en conservant le dos droit. Et je viens où je peux. Encore une fois, vous pouvez être là, vous pouvez être là, vous pouvez être là. C'est en fonction de la souplesse de chacun. Et à partir du moment où vous sentez un léger étirement, c'est que c'est bon. Dans cette position-là aussi, vous pouvez peut-être même sentir un peu l'avant du pied qui tire et un petit peu le tibia. Voilà. En fonction de chacun, vous allez sentir des choses un petit peu différentes et un petit peu plus que juste l'arrière de la jambe. Ça peut être aussi tentant de déporter son poids plutôt vers la jambe pliée. Et si vous allez vers la jambe pliée, je vous montre de face. Si vous allez chercher sur le côté ici, c'est tentant, mais vous n'allez pas sentir. Alors que si vous allez chercher plutôt au centre ou vers la jambe qui est pliée, vous allez sentir davantage d'étirement. Étrangement, sur cette jambe-là, quand je relève ce pied-là, je sens plus étirer mon arrière de cuisse, alors que c'est pas du tout le cas avec l'autre jambe. Et remonte tout doucement. Toujours autour du bassin, un étirement qui est bien agréable, surtout si vous avez tendance à avoir des sciatiques, c'est celui-ci. Donc on va venir placer la cheville sur le genou opposé. On va venir, comme l'exercice précédent, se grandir, bien droit, avec un dos droit, et on va venir pencher en avant, jusqu'à ce que vous sentiez un étirement qui va un petit peu dans la cuisse et dans les fessiers. De profil, je suis ici, et je penche en avant. Donc encore une fois, vous pouvez sentir dès ici. Pour certains, il va falloir aller assez loin pour sentir l'étirement. Encore une fois, c'est chacun en fonction de ses ressentis. Dès que vous sentez un léger étirement, ça suffit, vous pouvez attendre dans cette position. Et vous allez caler tout ça sur la respiration. Donc on peut rester encore de respiration dans la posture. Inspire. Expire. Encore inspire. Et expire, on remonte tout doucement et on va changer de jambe.
Donc la cheville sur le genou opposé. Peut-être que déjà ici, en se grandissant, vous sentez déjà que ça travaille. Et si vous avez besoin, vous pouvez venir basculer en avant légèrement jusqu'à ce que ça tire. Et on y va pour 5 respirations. Inspire. Expire. Encore inspire. Expire. Inspire. Expire. Encore 2. Inspire. Expire. Et une dernière fois. Inspire. Et expire, remonte tout doucement. Et pour le dernier, enfin les 2 derniers, là je vous propose un étirement plutôt pour le dos. Donc si vous l'avez senti sur l'étirement latéral au début, vous allez probablement assez bien le sentir ici aussi, mais d'une manière un peu différente. Donc là je vais venir volontairement ouvrir mes pieds assez larges. Voilà, et je vais ensuite prendre appui avec ma main d'abord, et vous allez voir après qu'on va pouvoir poser le coude, et avec l'autre main à l'inspiration, je vais venir ouvrir sur le côté. Et là, vous allez sentir encore une fois un étirement de tout le côté, un petit peu de la cage thoracique, et surtout, normalement, du bas du dos, du lombaire, des lombaires, du carré des lombes. Donc là, peut-être que vous êtes comme ça. Là, vous pouvez vous accentuer davantage au niveau de la cage thoracique, et plus vous allez descendre, là, si je mets mon coude plutôt sur mon genou, je sens assez bien mes lombaires. Et on va alterner pour pas trop rester dans la position, souvent comme c'est très tendu. Hop, de l'autre côté. Le piège ici, c'est qu'on va avoir envie d'aller en avant. Voilà, mais ici, là, si je me penche en avant, je le sens pas trop. Le travail du dos, hein, si je me penche en avant. Non, l'idée c'est de rester dans l'alignement, de rester avec, c'est-à-dire que je pars droit et je reste un petit peu dans cet alignement-là. Alors naturellement, je vais me pencher légèrement pour m'appuyer, mais il faut pas que je m'arrondisse ou au contraire que je me cambre trop. Et je reviens, on va le refaire une fois de chaque côté. Hop. Inspire, expire, on prend toujours des profondes, inspire et expire. Encore une fois ici, si c'est trop intense avec le bras, on peut venir simplement ici ou même le laisser là. Moi je préfère avec le bras, mais vous choisissez l'option que vous souhaitez. Et on va changer, dernière fois, de l'autre côté. Essaye de garder le dos grand, le dos long, on s'agrandit au maximum. Encore, inspire, expire, et on revient au centre. Ok, super. Vous sentez qu'on s'étire, mais on travaille un petit peu aussi quelques muscles parce qu'on a besoin d'être stable. Donc finalement, on s'étire, mais on se renforce aussi un petit peu. Ok, dernier étirement, vraiment un relâchement. Donc on garde un petit peu le même écartement. Et cette fois-ci, on va venir plonger avec les bras. Donc en fait, là, l'idée, c'est que le creux des coudes va venir se coincer sur les genoux pour vraiment qu'on puisse en fait s'appuyer. Ok ? Et là, je vais laisser en fait ma tête complètement se relâcher et le haut du corps se relâcher. Et en fait, ça va vraiment être mes genoux qui me servent de support pour pouvoir me relâcher. Encore une fois, si vous avez tendance à avoir des vertiges ou si vous avez de l'hypertension, la tête en bas, des fois, c'est pas vraiment l'idéal. Donc vous pouvez, plutôt que de poser le creux des coudes, plutôt poser vos coudes et regardez en face de vous ou regardez le sol. Et vous allez avoir aussi cette sensation de relâchement et d'étirement, sauf que ce sera juste un peu moins bas.
Vous pouvez tester les deux options et choisir celle qui vous convient le mieux. Et on va rester ici encore quelques respirations. Et une dernière fois, inspire. Et expire. Et remonte tranquillement. Et on va terminer avec un exercice de respiration. Donc là, je vous le montre assis, mais vous pouvez très bien faire ce genre d'exercice en cohérence cardiaque ou en étant allongé au sol. L'idée, c'est de terminer par un petit moment de respiration et de détente. Donc là, je vais vous proposer un exercice de respiration profonde. Ok ? Donc je vais vous inviter à placer vos mains de chaque côté sur vos côtes, mais plutôt en bas des côtes, pas trop en haut, mais plutôt en bas des côtes. Et là, l'idée, c'est que à l'inspiration, vous allez essayer de sentir que vos mains, elles sont poussées par vos côtes. Quand j'inspire, je sens qu'elles bougent, je sens qu'elles s'ouvrent, elles sont mobiles. Vraiment, j'essaye de pousser contre. Inspire. Et expire. Quand vous vous regardez dans le miroir, vous voyez que quand vous respirez, toute votre cage thoracique, elle est mobile. Donc aussi bien devant que derrière. Si vous regardez mon dos, c'est mobile. Ok. Donc ce genre d'exercice, ça peut vous aider à vous détendre et à améliorer votre respiration. Si vous voulez aller encore plus loin dans l'exercice et dans la respiration profonde, déjà je vous conseille d'en faire une dizaine, mais on peut donc conserver une main sur les côtes qui va donc nous servir de repère pour justement l'ouverture, et on peut avoir une main plutôt sur le ventre, donc au niveau du nombril, pour sentir que non seulement on a les côtes qui s'ouvrent, mais également on a le ventre qui se soulève légèrement. Alors le but, c'est pas de venir gonfler son ventre le plus possible. L'idée, c'est juste de sentir que l'air, il a un impact à plusieurs niveaux et que ça se remplit bien. Et on y va pour une dizaine de respirations, soit comme celle-ci, soit comme celle-ci. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et voilà, vous pouvez très bien prolonger cet exercice en mettant la vidéo en pause. Vous pouvez aussi le prolonger avec quelques exercices au sol ou avec une relaxation complète au sol. Et voilà pour la pratique. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura donné envie de faire du mouvement votre meilleur allié. Pour vous remercier d'avoir regardé jusqu'au bout, je vous ai préparé un petit cadeau. Il contient le calendrier de suivi qu'on a vu plus tôt dans la conférence et un résumé complet de la séance avec la description des mouvements et des visuels appareillés. Évidemment, c'est totalement gratuit, vous pouvez me demander le résumé par message privé Instagram ou par mail et je vous les enverrai avec plaisir. Et si vous voulez aller plus loin, devenir active et actrice de votre santé, retrouver plus de séances en live et des conseils concrets et personnalisés adaptés à vos symptômes, votre énergie et vos capacités, je conçois des programmes d'accompagnement dédiés aux personnes qui vivent avec l'endométriose ou l'adénomiose et qui souhaitent retrouver goût au mouvement et le contrôle sur leur corps sans aggraver ni la douleur
ni la fatigue. Vous pouvez m'envoyer un message ou un mail pour en discuter et à bientôt sur Bouger avec Lando.